tourner maintenant vers Marie-Chiara Thor, que j'ai présentée comme étant chargée de mission à GR. Donc justement, est-ce que vous pouvez présenter de manière plus claire que je n'ai pu le faire votre association? Bonjour, j'en profite juste du coup pour remercier beaucoup Adama parce que j'ai pas encore pu le faire publiquement. Du coup pour cette invitation et pour l'incroyable énergie que je découvre parce que je vous connaissais pas et même donc la journée d'hier c'était assez, enfin j'étais très très agréablement surprise et aujourd'hui aussi, donc merci beaucoup. Je profite, désolée je réponds pas tout de suite à la question, mais je profite de ce petit temps que j'ai pour te remercier publiquement. Du coup, pour répondre à la question, le GRDR Migration, Citoyenneté, Développement, GRDR, c'est une association qui existe depuis longtemps, qui fête cette année ses 50 ans, donc on a un anniversaire commun qui finit par 0 du coup. On a fait une grande fête à Montreuil le 15 juin dernier, et aujourd'hui mes collègues en France, parce que la plupart de mes collègues ne sont pas en France du coup, mais ils sont tous à Lille pour fêter, parce qu'on a une antenne à Lille aussi, et ils fêtent du coup les 50 ans. Donc joyeux anniversaire à l'association des Sénégalais de l'Hérault, et voilà. Du coup, c'est une association qui a été créée du coup en 1969 par qui est née de la rencontre de migrants de la région du bassin du fleuve Sénégal, donc cette zone transfrontalière entre le Sénégal, le Mali et la Mauritanie, et des ingénieurs agronomes français qui ont commencé du coup à travailler ensemble autour de questions de co-développement initialement. C'était une diaspora qui était une diaspora collective qui était très tournée vers les territoires d'origine et qui continue à être un vrai filet de sécurité grâce au transfert d'argent ou au projet de co-développement qu'elle mène dans ces territoires d'origine. Et aujourd'hui, dans cette région du bassin du fleuve, donc c'est la région de Caille au Mali, c'est le Guidimaka et le Gorgol en Mauritanie, et c'est pour nous, GRDR en tout cas, Tambacounda, Bakel, Matam, sur les zones sur lesquelles on travaille. Et on estime qu'environ 80% des infrastructures de base ont été financées et initiées par la diaspora du coup, de ces territoires-là. Infrastructures de base, j'entends financer les petits centres de santé, les écoles, l'accès à l'eau, les périmètres maraîchers. Et donc, ils font que c'est une région la diaspora est vue par le GRDR est vue comme un facteur de résilience de ces territoires-là. Donc ça, c'était nos territoires les territoires du GRDR d'intervention d'origine. Petit à petit, avec l'évolution du contexte et l'évolution des choses, le GRDR a commencé à développer des activités plus largement. Alors d'abord en France, pour répondre à des problématiques liées à la migration en France, pour accompagner les migrants et la diaspora dans leurs problématiques qu'ils rencontraient ici aussi en parallèle que l'accompagnement dans les projets de co-développement. Et donc on a une antenne en Île-de-France avec des programmes sur l'Île-de-France, également à Lille pour les Hauts-de-France. Et après, petit à petit, dans les territoires en Afrique de l'Ouest, on s'est étendu d'abord, on a développé ce qu'on appelle un pôle littoral, qui faisait face un peu à ce pôle qu'on a appelé pôle Sahel, donc dans ce bassin du fleuve Sénégal, qui recouvre du coup la Casamance, et après la Guinée-Bissau et le nord de la Guinée-Conakry. Et petit à petit aussi, on a commencé à développer des activités sur les capitales, parce que du coup il y avait une présence en capitale du fait de la présence des bailleurs et des partenaires qui se trouvaient plutôt en capitale. Donc on était aussi en capitale et on a commencé à développer des actions également là-bas. Et plus récemment, depuis une petite dizaine d'années, on est également en Tunisie et en Algérie. Donc ça, c'est pour faire un peu la couverture géographique de l'intervention du GRDR. Il faut savoir que le GRDR aussi, c'est une structure très décentralisée. Alors le siège est à Montreuil parce que c'est aussi plus simple d'être une ONG au nord pour l'accès au financement. Ouais, exactement. Oui. Montreuil qui a une coopération décentralisée très forte d'ailleurs avec Yélimane au Mali, en région de Caille.
Et en parlant de la région de Caille, je voulais juste le souligner parce que je viens de découvrir que le coordinateur Hassan Dione du GRDR, le coordinateur de la région de Caille du GRDR, du coup, j'ai découvert hier en étant au téléphone avec lui, on réglait on parlait travail sur un truc qui n'avait rien à voir. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai dû m'excuser à un moment et partir au téléphone. Et donc Hassan Dione, quand il a appris que j'étais à Montpellier avec la diaspora sénégalaise, qui lui est sénégalais, j'oublie de le préciser, de Thiès, bon j'imagine, et il m'a dit ah mais où est-ce que t'es? À Montpellier, je connais très bien, j'ai fait mes études là-bas. Donc je voulais le monde est petit et les mobilités. Tout. Pardon? Exactement, oui, c'est ça. Voilà. Donc pour parler, donc ça c'est, je parlais un peu des territoires. Pourquoi je commence à présenter le GRDR par ces territoires d'intervention, c'est parce que son approche est très par le territoire. C'est un ancrage territorial qui fait qu'après on arrive plus au sectoriel et qu'on va développer une expertise sectorielle en partant des territoires. Donc on travaille sur de très nombreux sujets différents qui vont de l'agriculture à la sécurité alimentaire jusqu'à l'accompagnement des travaux sur l'habitat et la construction. Donc c'est très large parce que justement on part de l'idée que c'est par le territoire qu'on a c'est la meilleure échelle pour comprendre, enfin pour bien définir les besoins, et on s'applique beaucoup à travailler sur la concertation pour que le développement d'un territoire soit fait en concertation, et on travaille sur l'implication de tous les acteurs. Donc on va travailler beaucoup avec évidemment les institutions locales, notamment dans des contextes où la décentralisation est en train d'être mise en œuvre et renforcée. Donc je pense notamment au Sénégal et au Mali. Et la Tunisie également, mais ça sort du contexte Afrique de l'Ouest. Et du coup, c'est dans ces zones-là, après, par rapport aux besoins identifiés de façon concertée par les différents acteurs du territoire, on va travailler sur des problématiques plus sectorielles, comme je mentionnais avant, en sachant que pour nous, du coup, la diaspora est un acteur de développement des territoires d'origine. Voilà, donc ça c'était pour présenter globalement la structure. Je répondrai à des questions. Mais en présentant l'association, vous avez évoqué justement des actions menées en appui, en relais de la diaspora. Diaspora qui, pour le Sénégal, les chiffres, c'est en 3,5% de diaspora, donc 500 000 habitants sur un peu moins de 20 millions, mais 10% du PIB. 10% du PIB du Sénégal vient des contributions des Sénégalais de l'extérieur. Donc justement, vous avez abordé quelques actions, et c'est d'ailleurs toute l'originalité de cette association qui est née dans les années 60, en fin des années 60, pour justement accompagner l'effort des originaires d'Afrique de l'Ouest en direction de leur territoire d'origine, et pour justement contribuer au développement économique. Alors justement, quelles seraient les actions phares structurantes que mène actuellement, alors plus particulièrement au Sénégal, votre association? Alors du coup, oui, pour les actions que mène les principales actions que mène le GRDR, celle un peu structurante en ce moment au Sénégal. Donc ils n'ont pas forcément directement en lien avec la diaspora, mais où il y a toujours un espace dans tous les projets dans tous les programmes qu'on dépose, qu'on mène, on cherche toujours à impliquer, c'est-à-dire exactement. Mais c'est pas toujours très clair en fait. Ouais. Ouais. Le double espace, c'est un concept qui a été un peu développé par un de mes collègues qui est au GRDR depuis très longtemps, Olivier Lemasson, que certains connaissent peut-être. Et du coup, c'était pour faire face un peu à cette idée que dans les années 90, il y avait eu un livre, malheureusement, je ne me souviens plus ni du nom du chercheur qui l'a écrit, ni du nom du livre, mais qui développait un peu ce concept de double absence, que le migrant est doublement absent de son territoire d'origine parce qu'il n'est plus là. Et qu'il a du mal à suivre l'évolution de son territoire, des réalités. Et d'un autre côté, ici, il rencontre un certain nombre de difficultés, de contraintes qui ne lui permettent pas d'être pleinement citoyen, ni là-bas, ni ici. Et pour faire face à ça,
on s'est dit non, en fait, le migrant. Donc nous, GRDR, on appelle migrant enfin moi-même, je suis migrante parce que issue de migration italienne, donc rien à voir. Mais on est un peu tous migrants et c'est l'idée de dire que un monde mobile, enfin favoriser les mobilités va favoriser un développement plus solidaire et plus durable. Donc c'est pour ça que j'emploie le mot migrant, pas en tant que primo arrivant comme ça peut, enfin, comme généralement on l'entend, mais donc plus largement. Et donc, c'est pour dire, non, justement, le migrant est citoyen ici et là-bas, et il est dans cette sorte de continuum entre territoires, et créer... Oui, c'est vrai que c'est pas toujours très clair. Et donc, au travers de ces actions de co-développement qu'il va mener sur ses territoires d'origine, et après, plus largement, des liens très forts qu'il entretient avec son territoire d'origine, avec son pays d'origine, avec sa région même plus largement d'origine, et l'apport qu'il en fait ici sur les questions d'interculturalité, d'ouverture au monde, d'éducation à la citoyenneté, à la solidarité internationale. Et ici, on est dans un lieu qui le démontre pleinement. A un apport, et c'était soulevé hier par différents élus de Montpellier ou du département de l'Hérault, qu'il y a un réel apport ces migrations et ces mobilités sont un apport si elles sont bien accompagnées et vues, enfin bien accueillies favorablement, c'est une richesse pour les territoires et pour les citoyens. Donc voilà un peu je vais essayer ça reste un concept peut-être un peu. Et par contre, voilà, je reviens aux actions concrètes qu'on mène, enfin que le GRDR mène au Sénégal. Donc une des actions assez structurantes qui démarre aujourd'hui, qui fait suite à un programme dans le cadre duquel mes collègues avaient rencontré du coup l'association des Sénégalais de l'Hérault avec Montpellier Métropole, il me semble, et voir le département. Je crois qu'il y a aussi des discussions à ce niveau-là. Donc c'est un projet initial le projet qui s'appelait SADMAD, enfin qui défendait, qui au travers des cantines scolaires faisait la promotion de l'agriculture locale et des paysans locaux pour nourrir, dans cette logique globale de dire il faut relocaliser l'alimentation des territoires. Et donc c'est tout ce travail qui est fait autour de ça. Donc il y avait un premier projet un peu pilote qui partait concrètement des cantines scolaires. Donc avec des cantines scolaires dans quelques écoles pilotes et travailler sur la contractualisation avec des structures paysannes à Rufisque. Du coup, j'ai peut-être pas précisé le territoire. Oui, ça se passe à Rufisque. Pour démontrer déjà la plus-value pour les enfants, qui, du coup, avec une cantine scolaire sur place, peuvent avoir accès à une nourriture saine et équilibrée et régulière. Et en plus, on favorise le développement du territoire, un développement durable d'un territoire, en maintenant une agriculture paysanne, et on travaille aussi avec des pratiques agroécologiques, donc qui favorise du coup un développement durable des territoires. Ça, c'était un premier projet pilote qui a pris fin récemment et qui entre aujourd'hui dans sa phase 2. Donc, qui veut un peu changer d'échelle. On continue avec un axe, on continue sur le travail sur les cantines scolaires, avec tout un travail aussi à faire de plaidoyer auprès des autorités locales et de l'État, parce qu'on estime que c'est une responsabilité de l'État, une co-responsabilité de l'État, de prendre en charge une partie du financement de ces cantines scolaires. Parce qu'on a pu prouver, enfin pas seulement nous, mais bon, à un niveau plus global, que le fait d'avoir une cantine scolaire qui donne à disposition de tous les élèves des produits locaux, sains et issus de pratiques raisonnées est bon pour l'attention des enfants, pour leur croissance. Bon, je m'étale pas dessus parce que je pense que tout le monde est convaincu. Donc un travail de plaidoyer à faire dans ce sens-là, de plaidoyer aussi auprès des familles, pour qu'elles acceptent une petite contribution, évidemment pas la globalité du prix, mais une petite contribution aux cantines, exactement. Et en vue de la pérennisation de ce projet, parce qu'évidemment, nous, en tant qu'ONG, notre rôle, c'est de prouver que des actions pilotes qui nous semblent fassent leurs preuves, mais après, le relais doit être pris...
que ce soit à un niveau, au niveau étatique ou appropriation par les communautés locales. Donc ça, c'est peut-être que je suis un peu long. Je vais aller très vite sur les autres programmes du coup pour pas trop traîner. Donc il y a ce gros projet-là un peu structurant. Donc les grandes thématiques centrales de ce projet à Rufisque, c'est l'agroécologie, la promotion de l'agriculture locale familiale et la consommation d'une production locale et saine, et après toute la question qui sous-tend ces questions-là, notamment sur sur la zone de Rufisque, c'est la sécurisation du foncier, voilà, bon, qui est. Et donc très rapidement, on a d'autres projets donc toujours sur le bassin du fleuve Sénégal. On est en train de travailler, on va déposer prochainement auprès de l'AFD, qui est un de nos bailleurs principaux, l'Agence française de développement, un projet sur l'enjeu des villes secondaires dans le bassin du fleuve. Pour le Sénégal, ça concernera Tambacounda et Bakel. Mais bon, pas encore d'action concrète à mener. Sinon, à Tamba, on mène un programme sur les latrines, Sanitamba, qui s'appelle Sanitamba, donc sur la question de... là aussi, je m'étale pas. Et après, on a un gros programme un peu structurant, donc sur ce pôle qu'on appelle littoral, qui concerne du coup la Casamance, la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry. Sur la gouvernance durable des ressources du littoral. Donc là aussi c'est très large, donc ça va être il va y avoir plusieurs types d'actions qui vont être menées, de la saliculture à la préservation des ressources, à la construction, voilà. Question. Il y a encore une question. Pardon. Non, ah non, mais là, on sent que Maria Carré est passionnée par ce qu'elle fait, c'est toujours une bonne chose. Hein. Dernière question, on a évoqué effectivement l'importance, je le rappelle, 10% du PIB du Sénégal est lié au transfert venant de la diaspora, et le gouvernement sénégalais, la coopération française, l'Union européenne ont bien ont bien pris la mesure de cette réalité économique forte et ont mis en place, c'est la troisième phase, puisqu'on en est au troisième programme, le programme d'appui aux initiatives de solidarité pour le développement. Alors justement, votre association, votre ONG, joue un rôle dans ce programme. Alors, est-ce que vous pourriez rapidement dire en quoi consiste ce programme et comment se situe dans ce programme votre ONG ? Ouais. Et je vais essayer d'être rapide, mais de bien, je suis disponible encore jusqu'à demain matin pour répondre à toutes les questions. Donc, de l'autre côté, voilà. Alors du coup, le PAISD, c'était probablement que certains d'entre vous le connaissent, et il est et le coordinateur de ce programme-là, qui est la cellule relais, est basée à Dakar sous la présidence. C'est Pape Thiam. Je suppose qu'un certain nombre d'entre vous le connaissent, parce que c'est un personnage assez marquant et assez haut en couleur, et avec lequel c'est agréable de travailler. Juste pour situer, du coup, cette phase 3 du PAISD a commencé il y a quelques temps déjà. Nous, on vient d'être recrutés en tant que cellule relais Nord, donc c'est-à-dire ici faire le lien avec la diaspora pour appuyer dans la communication et assurer le suivi et être l'interface, disons, entre la diaspora ici en Europe et la cellule de coordination qui est basée à Dakar. Donc très globalement, les nouveautés dans cette phase 3 de ce programme d'appui aux initiatives de solidarité pour le développement, c'est l'ouverture à d'autres pays européens, donc l'Italie, l'Espagne et la Belgique. Avant, les deux premières phases du PAISD étaient concernées essentiellement la France. Donc là, il y a un réel enjeu d'ouverture à ces autres territoires. Faut savoir que oui, notamment en Italie, la diaspora sénégalaise est très forte. Exactement. Et aussi en termes de transfert d'argent, ils sont en train de rattraper quelque part la France. Donc il y a un réel enjeu pour le PAISD de s'ouvrir à ces nouveaux territoires.
Pour la précision, très globalement, la mise en œuvre opérationnelle de la cellule Nord n'a pas encore démarré officiellement, mais je pensais que c'était c'était important d'évoquer le sujet déjà ici, même si c'est pas encore tout à fait officiel. Donc je vais présenter globalement les 4 grands axes d'appui pour la diaspora que présente ce programme-là. Il y a un premier axe assez classique, traditionnel, de soutien aux projets de co-développement, donc aux projets portés par les associations, qui sont des projets de co-développement donc qui ont un but d'intérêt public. Donc globalement, ce qui a été beaucoup financé dans les précédentes phases, c'est la construction de collèges ou de lycées, des points d'adduction d'eau. Donc c'est un peu ces thématiques-là qui sont donc du coup des projets de co-développement portés par une association dans un but d'intérêt public. Dans ce cadre-là, le PAISD, donc qui est un programme cofinancé par l'Union européenne et la République du Sénégal, apporte un cofinancement de 70% et les 30% autres restants doivent être apportés par la diaspora, en sachant que sur ces 30% restants, ils peuvent apporter un financement qui soit en dehors des fonds propres de l'association de la diaspora, qui peuvent être d'un partenaire ici, par exemple une collectivité, etc. 10% peuvent provenir d'un partenaire, d'un autre partenaire. Un deuxième axe d'appui, c'est de l'appui du coup pas financier cette fois, mais plus technique. Bon, en sachant que dans le premier axe aussi, il y a de l'appui technique apporté par la cellule de coordination, mais il y a aussi un appui financier. Le second axe est plutôt à destination des porteurs de projets économiques, donc des entrepreneurs ou des investisseurs. Et là, en lien avec l'agence de développement la DPME, des petites et moyennes entreprises, ils peuvent apporter un soutien technique et aider dans la recherche de financement pour aider les porteurs de projets de la diaspora à se lancer dans une entreprise entrepreneuriale ou d'investissement dans leur pays d'origine. Un troisième axe vise l'expertise, donc l'expertise sénégalaise basée ici, qui peut-être a l'intention ou la volonté d'apporter son expertise pour une mission ponctuelle dans le cadre d'une mission qui a été définie en amont par des structures au Sénégal, et cette personne peut être, évidemment, en étant rémunérée, elle peut apporter son expertise en tant que personne de la diaspora Et le dernier axe, oui, merci, c'est pour les jeunes, donc c'est plutôt pas forcément jeunes de la seconde génération, ça peut être aussi, mais ça vise plutôt les jeunes de la seconde génération. Sur le modèle un peu du VSI français, du volontariat de solidarité internationale, c'est avoir la possibilité d'effectuer une mission courte, là aussi encadrée, pour un jeune diplômé généralement, qui puisse aller faire une mission de solidarité dans son pays d'origine. Merci. Donc, la diaspora, ça commence, le professeur Thiam nous l'a dit, quelquefois par un étudiant qui vient faire ses études, en géographie ou à la fac de droit ou ailleurs, qui peut être amené à rester, c'est le cas de certains d'entre nous dans la salle, tout en contribuant au développement sur place. Et justement, Maître Cissé, Sanoussi Cissé, pour ces étudiants qui sont sortis du statut, comment peuvent-ils éventuellement envisager l'acquisition de la nationalité française, si tel est leur souhait? Oui, M. Ndiaye, je vous remercie très bien. Je n'ai pas très l'habitude de tenir au micro. Ça ne se passe pas comme ça, c'est nous. Nous, on plaide à haute voix. Donc aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de parler avec un micro entre les mains. Et également, deux micros, c'est extrêmement difficile pour moi d'intervenir aux côtés de mon professeur qui m'a suivi depuis Dakar et qui m'a conseillé
qui m'a toujours suivi dans mes projets et grâce à lui, je suis devenu ce que je suis aujourd'hui avec mes efforts personnels. Hein. C'est pas que je me vante, y compris. Et moi aussi, je l'ai aidé à devenir professeur agrégé très rapidement parce qu'il s'est servi de nos recherches, il s'est servi également de nos travaux et il était très heureux également quand on était à Dakar en tant que jeune professeur de dire voilà, j'étais parmi les premiers des master parce qu'en faculté de droit, il y a beaucoup de masters à faire soutenir. Ça, c'est le modèle français qui se vend, l'efficacité, on tape et on passe. Félicitations Samba Thiam. Je vous félicite également, professeur, d'être à côté de moi. Je félicite également les professeurs qui sont là. Permettez également de féliciter et de remercier Adama qui a bâti un travail extraordinaire, qui se lasse jamais, qui est toujours là, que ça soit à l'ombre ou de façon visible au service de la communauté sénégalaise et également au service de toute la France. On est sénégalais, mais on est également français. Même pas par adoption, mais français, on l'est à part entière. Il n'y a pas de français par les papiers, j'entends ce discours, ce qui est faux. Alors, je remercie également le médiateur de la République qui est là aussi, ici présent, qui, il faut le reconnaître, a un emploi extrêmement chargé, mais nous a honoré de sa présence ici. Et je suis extrêmement heureux qu'il soit là parce que je vais aborder des questions qui l'intéressent aujourd'hui. La loi française évolue, la situation migratoire évolue, devient extrêmement corsée, mais nous, on s'accroche à une convention, à un accord de 2006 qui est caduc, qui s'applique plus, et je le dis à l'endroit des étudiants qui m'interpellent tous les jours. Oui, on a un accord franco-sénégalais. Je vous dis d'emblée, cet accord ne s'applique pas dans le cadre du changement de statut à vous. L'accord est extrêmement clair. Je vous le dis encore une fois et je vous le répète parce que vous lisez à travers les lignes. Excusez-moi parce que je suis à la fois un professionnel, mais je suis également un étudiant parce que j'ai un professeur à côté de moi. Je suis comme vous et je passe mon temps avec les étudiants. Je me considère toujours comme étudiant. J'ai encore les pieds à la fac. Je suis encore petit devant toutes ces personnes qui sont devant moi, derrière moi et à côté de moi. Je suis également un père de famille. J'ai un enfant et cet enfant, je me préoccupe de sa situation. Comment faire pour qu'il devienne de nationalité qu'il ait la nationalité française. Et là, c'est une grosse difficulté aujourd'hui que les parents sont confrontés. Ils ne savent pas ou ils ne savent pas quoi s'y faire. On va y venir, si vous me permettez. Ce que j'ai à vous dire, permettez-moi, M. Ndiaye, de façon très pratique, vous verrez, je suis tout le temps débordé d'articles. C'est un jeune avocat qui montre qu'il est le meilleur. Le bon avocat qui est devant moi n'a pas besoin d'articles, mais son charisme suffisait largement pour convaincre les magistrats. Je n'ai pas encore ses épaules, mais j'ai la jeunesse, l'intelligence de pouvoir fouiller. C'est Samba Thiam qui me l'a appris. Quand on était étudiant et que j'écris un article, il me dit « tu as cité ça où ? C'est quel article ?» etc. Je l'ai appris. Alors, je reviens pour le changement de statut aujourd'hui. Deux choses. Le changement de statut, les jeunes étudiants, je vous le dis, l'accord franco-sénégalais de 2006 et son avenant de 2008 est consacré uniquement pour les étrangers, les Sénégalais. D'ailleurs, parce qu'on me parle tout le temps, dans mon cabinet, je les reçois tous les jours, qui me dit l'article 3, qu'on appelle le paragraphe 321, de cet accord-là, vise les étudiants, vise le changement de statut. Il est absolument faux. Cette disposition-là ne vise pas, les étudiants ne visent pas le changement de statut. Ce que vous avez regardé et vous avez lu cet accord, mais vous n'avez pas lu malheureusement, parce que quand on prend un accord ou quand on prend une disposition de loi, et monsieur le médiateur qui est un grand avocat est devant moi, au niveau de l'administration, il y a des circulaires qui viennent ou certaines lois qui viennent élucider ces dispositions. Et quand vous regardez déjà cet accord, il y a une circulaire, excusez-moi, alors de façon pratique de 2010 que vous n'avez pas l'habitude de lire. C'est la circulaire numéro NOR IMI M/M 09/0083/16 qui explique de manière résumée
l'accord franco-sénégalais est de façon extrêmement claire, de sorte que vous, les étudiants qui souhaitez changer de statut, vous ne pouvez pas tomber dans le panneau. Et malheureusement pour vous, je m'indigne encore une fois, et je le dis devant monsieur le médiateur, quand nous venons d'arriver en France, on n'avait pas la chance que vous avez encore une fois. On n'avait pas d'avocat, excusez-moi, qui pouvait nous informer. Mais quand même, on a des anciens qui sont là. Les Sambatiam qui passaient de temps en temps. On a des points de rencontre où à chaque fois qu'on entreprenait, quoi que ce soit, on demandait. Vous vous renfermez sur vous. Et quand vous avez des décisions défavorables, c'est en ce moment qu'on vous voit manifester. C'est dommage, alors que le changement de statut est extrêmement facile et extrêmement simple. Je vous le dis d'emblée en tant que juriste et en tant également intervenant universitaire. C'est dit français, quand on dit changement de statut, c'est changement de statut dans son cursus scolaire à un domaine professionnel lié à son cursus scolaire. C'est ça un changement de statut, c'est le principe de base. Par contre, et ça, jusque-là, pour les Sénégalais, il n'y avait pas eu grosse difficulté parce que le professeur Sambatiam l'avait dit. Il y avait la situation de l'emploi qui permet au préfet jusque-là, qui a un pouvoir discrétionnel, c'est l'article L313-14 du CESEDA, qui lui permet de donner un titre de séjour à qui il veut, même s'il remplit pas les conditions, et ce qui a permis à beaucoup de Sénégalais, parce que les Sénégalais sont éligibles à cette disposition de l'article L313-14 qui permet à la personne d'accéder à la nationalité, d'avoir un titre de séjour pour circonstances humanitaires et pour motifs exceptionnels. Vous avez des smartphones, vous pouvez les voir. Vous pouvez voir ces dispositions. Je le répète. Et je le répète devant les étudiants, excusez-moi parce que les étudiants, la situation des étudiants m'interpelle. C'est une honte aujourd'hui pour moi parce que je suis souvent dans les couloirs du palais et je croise les représentants de l'administration préfectorale. Vous savez ce qu'ils me disent? Les Sénégalais étaient remarquablement intelligents. La génération des Sénégalaises qui est venue ici jusque-là réussissait toutes dans leurs études. Il est rare de voir les étudiants sénégalais à qui on refuse le renouvellement de titre de séjour. Aujourd'hui, on vous refuse le renouvellement dès la première inscription parce que l'étudiant qui s'inscrit ne se manifeste jamais en cours. Et le préfet a eu l'intelligence aujourd'hui parce que ça aussi, puisque je suis à la préfecture, je suis dans les couloirs. Maintenant, le préfet a eu l'intelligence. Il s'approche de la situation des étudiants et c'est les étudiants qui sont recrutés maintenant à la préfecture qui vendent la messe, excusez-moi du terme, qui expliquent votre situation. L'étudiant s'inscrit parce que, et le professeur Sambatiam ne l'a pas dit, aujourd'hui également, la situation a changé. Quand vous venez avec un visa d'1 an, qui vous permet de pouvoir travailler, qui vous permet également de ne pas être confronté à cette situation qu'on a de renouvellement d'un premier titre de séjour. De sorte que quand vous venez, au lieu d'aller à la fac, parce qu'avant, vous venez avec un visa de 3 mois, vous êtes obligé de justifier l'inscription à la fac pour pouvoir avoir votre titre de séjour. Aujourd'hui, vous venez avec 1 an. Qu'est-ce que les étudiants font? J'ai des cas précis et concrets dans mon bureau. Ils viennent, ils ont 1 an, ils sont tranquilles, ils vont s'inscrire à Airbnb, à Uber Eats, ils ne vont pas à la fac. L'année prochaine, le préfet, pour le renouvellement du titre de séjour, demande simplement, et les enseignants sont là, les justificatifs d'inscription, mais aussi parce que simplement, l'article L313-7 est très clair. Le renouvellement et l'inscription d'un titre de séjour étudiant est conditionné simplement par le sérieux, la continuité des études. Tout simplement, la progression. Si vous n'en amenez pas ces justificatifs-là, quand bien même que le code de l'éducation nationale est clair avec le système LMD où l'étudiant l'étudiant ses licences master a jusqu'à 5 ans, le préfet en a cure. Alors, je vous rappelle la convention franco-sénégalaise, permettez-moi, qui dit la circulaire qui dit l'étudiant, parce que c'est extrêmement clair de le dire. Il dit l'accord renvoie à la législation nationale pour ce qui est de l'engagement de la France à faciliter la délivrance d'une carte de séjour aux étudiants boursiers sénégalais. Par ailleurs,
L'autorisation de travail peut être délivrée conformément au droit commun, c'est-à-dire dans la limite des 60% de la durée annuelle du travail aux étudiants. C'est ce qui correspond à 20 heures et 965 heures. Ça, c'est un droit qui est prévu par la Convention franco-sénégalaise. L'accord franco-sénégalais modifié prévoit également l'accès des étudiants sénégalais à l'ensemble des offres d'emploi proposées sur le site internet de Pôle emploi. Ils pourront aussi bénéficier des opportunités de stage opposées par les centres régionaux français des œuvres universitaires, scolaires, courses, Pôle emploi, des établissements, etc. Ce que vous ne lisez pas, cet accord, ils disent en revanche, c'est extrêmement important. J'appelle votre attention sur le fait que, contrairement aux accords de gestion concertés des flux migratoires, aucune disposition, oui, justement, c'est fini. Cet accord dit, en revanche, contrairement aux accords de gestion concertés des flux migratoires, aucune disposition, écoutez les étudiants, c'est très clair. Ils disent aucune disposition n'est prévue pour les étudiants souhaitant acquérir une première expérience professionnelle en France pour compléter leur formation, dans la mesure où, selon l'accord, la France et le Sénégal conviennent seulement à examiner les mobilités d'une telle possibilité. Vous appliquerez aux étudiants sénégalais le droit commun, l'article L311-1 du CESEDA. Vous, ce n'est pas l'accord franco-sénégalais qui s'applique pour vous, c'est le code, le CESEDA, le code des étrangers. C'est l'article L311-1 du CESEDA si vous souhaitez changer de statut. Donc, vous basculez dans le droit commun comme tout le monde. Si quelqu'un vous dites que vous êtes éligible à l'accord franco-sénégalais, non. L'accord franco-sénégalais, et en tout cas pas l'article 3 dont vous me parlez, excusez-moi monsieur le médiateur, parce que cet article 3 dit, et c'est très clair, et tout le monde me le dit et j'entends, l'article 3 dit, je cite, j'ai rien inventé. La question médiateur non, non. C'est une question de train. D'accord. Monsieur le médiateur, la loi française a évolué aujourd'hui. Il y a l'article R 521-1-20, deuxièmement, qui est ajouté au dispositif qui existait jusque-là. Parce que pour le changement de statut des étudiants, jusque-là, c'est l'expérience. Aujourd'hui, on a ajouté un petit mot qui freine tous les étudiants dans le cadre du changement de statut. On parle de l'adéquation entre les études et le domaine dans lequel l'étudiant sénégalais cherche un emploi. Dès lors que cette condition n'est pas remplie, et c'est l'objet de tous les renvois concernant le changement de statut. Ça veut dire un étudiant en maths qui a trouvé un boulot en maths n'a aucune difficulté pour changer de statut. Et je vous demande encore une fois de revoir cet accord franco-sénégalais et d'ajouter ce dispositif pour permettre aux étudiants sénégalais, comme les autres, de pouvoir changer de statut sans qu'il leur soit opposé. Encore une fois, l'article R521-20 du Code de travail qui vient juste d'être, deuxièmement, qui vient juste d'être rajouté au dispositif qui n'existait jusque-là pas et qui fait qu'aucun Sénégalais aujourd'hui, ils le savent, n'arrive à changer de statut. Merci. Monsieur le médiateur, avant que vous nous quittiez, quelques mots, non. Chers amis, c'est un sentiment renouvelé de gratitude que d'avoir été convié à la célébration de ce 30e anniversaire de l'Association des Sénégalais de l'Hérault. Deux choses qui sont des rappels historiques. Je commence toujours par de mon temps, comme si j'étais le plus ancien d'entre tous. Ce que je suis dans cette salle, à l'exception de... Oui, bon, ça va, on est congénères. De mon temps, on s'inscrivait dans autant de facultés qu'on voulait. Je suis arrivé en première année. J'avais déjà obtenu mon DUL 2 de langue étrangère appliquée anglais-espagnol. Je me suis inscrit en licence de langue étrangère appliquée en première année de droit. Première année. La deuxième année, je me suis allé à Toulouse, j'ai fait l'Institut d'études politiques. J'ai continué, finalisé un peu les quelques unités de valeur qui me restaient pour la maîtrise de LEA. Deuxième année de droit, première année de Sciences Po. J'ai continué la troisième année, j'ai fini Sciences Po, je suis allé au Mirail et je me suis inscrit en droit économique transport, etc. Donc nous n'avions pas de limite, on s'inscrivait dans autant de départements que nous en avions la capacité. Ce n'est plus le cas. Pour démultiplier les inscriptions,
c'est la croix et la bannière. Très peu de nous restaient dans ces filières. Nous étions bien peu à rester, on naviguait, on tanguait, on allait où on voulait, parce qu'on avait que ça à faire. Je suis désolé. Quand j'étais ministre des Affaires étrangères, nous avions eu au niveau de la commission mixte Sénégal-France 3 points de vue, 3 objets à l'ordre du jour. Le premier, c'était la valorisation de la pension des anciens combattants et assimilés. Le deuxième point, c'est le point dont vous avez parlé tout à l'heure. Comment faire en sorte que la migration interne se fasse au niveau de la population estudiantine du Sénégal vivant en France et les conditions de la continuation de leur séjour dans le pays d'accueil. Et ensuite, comment opérer et encourager le retour au Sénégal. Malheureusement, je ne suis pas resté assez longtemps pour pouvoir voir la fruition de ces projets que nous avions en commun. Vous en avez la lourde charge, professeur Samba Thiam, professeur Cissé, professeur Ndiaye, mesdames du GRDE et monsieur le professeur de géographie de l'Université Port-Valéry. J'ai un train à prendre malheureusement, je suis sur le chemin de retour pour préparer vos arrivées respectives au Sénégal et j'ai hâte de vous y revoir. Quant à vous, bon séjour et Inch'Allah, joyeux retour, je vous le souhaite. Salut. Merci. Je viendrai vous voir à Dakar si c'est possible. Merci. Là.